Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder un cas quelque peu différent de ce qui est fait habituellement sur la chaîne. Et pas de panique, on ne s'éloigne aucunement du domaine du crime, on est en plein dedans et vous allez voir qu'il y a des éléments particulièrement sordides dans ce récit. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous a plu, en activant la petite cloche, c'est très important. Et pour ceux qui voudraient parler avec moi directement, vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens de mes réseaux sociaux. À présent, accrochez-vous, car nous plongeons dans l'horreur. En 1990, aux États-Unis, dans l'État du Texas, la famille Chuette vit dans une petite ville nommée Dickinson. Hélène est une mère célibataire qui prend grand soin de sa fille, qui est véritablement la prunelle de ses yeux. Toutes deux ont une relation fusionnelle, se considèrent comme les meilleurs amis du monde, et l'amour familial crée un lien robuste entre la mère et la fille. Cependant, l'une des plus grandes peurs de Jennifer est le noir. Comme beaucoup d'enfants, elle n'aime pas le crépuscule, indiquant le moment pour elle d'aller se coucher et de s'enfermer dans les ténèbres, seule pendant des heures. Raison pour laquelle sa mère accepte régulièrement de la laisser dormir dans son lit, créant une habitude réconfortante pour la jeune fille de 8 ans. Hélène, étant célibataire, cumule plusieurs emplois afin de subvenir aux besoins de sa fille et s'assurer qu'elle ne manque de rien. Elle essaye aussi d'être le plus présente possible pour sa fille et lui consacre tout son temps libre. Jennifer est, quoi qu'il arrive, sa priorité numéro 1. Une situation dont l'équilibre n'est pas facile à maintenir, notamment du fait d'un père totalement absent. Ce dernier faisant des allers-retours en prison réguliers et n'étant absolument pas un repère fiable pour la jeune Jennifer. La nuit du 9 août 1990, Hélène et Jennifer dorment toutes deux dans le grand lit de la mère. Seulement Hélène doit se lever très tôt le lendemain matin pour aller travailler et enchaîner une grosse journée. Mais la fillette s'agite particulièrement cette nuit-là. Jennifer ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle remue, donne des coups de pied et bouge sans arrêt dans le lit. Hélène dit à sa fille qu'elle doit se calmer. La situation ne changeant pas, elle lui demande finalement de se rendre dans son propre lit pour qu'elle puisse trouver le sommeil. Jennifer, si attentionnée envers sa mère, lui répond que oui, bien sûr, elle va aller dans son propre lit puisqu'elle ne souhaite pas qu'elle soit fatiguée le lendemain et qu'elle l'aime. Elle se rend donc dans sa propre chambre aux alentours de 2h30 du matin et passe exceptionnellement la nuit éloignée d'Hélène. Le lendemain matin, Jennifer n'est toujours pas réveillée, ce qui ne surprend guère sa mère au vu de son agitation de la veille. Lorsqu'Hélène se rend dans la chambre de Jennifer pour la réveiller, celle-ci ne s'y trouve pas. Surprise, Hélène se dit que finalement, elle n'est peut-être pas si épuisée que ça, et s'est déjà levée. Après avoir parcouru l'entièreté du domicile, avec une angoisse grandissante, elle doit se rendre à l'évidence. Jennifer a disparu. Immédiatement, Hélène contacte la police. Elle a constaté que la fenêtre de la chambre de sa fille était grande ouverte, une chose tout à fait inhabituelle. Jennifer n'aurait pas fugué sans raison, qui plus est, dans le contexte que je vous ai décrit. Comprenant l'inquiétante situation, les policiers se penchent aussitôt sur l'affaire et se rendent à l'appartement de la famille Chuette. Dès le début, et suite aux éléments apportés par Hélène, la police place l'enlèvement au sommet des éventualités, ce qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, est une approche rassurante. Effectivement, dans des affaires similaires, au départ, les enfants sont considérés comme fugueurs et les recherches peuvent être moins efficaces. Cependant, un inconvénient demeure. Le département de police de Dickinson est composé d'un effectif restreint en hommes, avec 3 officiers de terrain et un inspecteur couvrant l'ensemble de la ville. Par conséquent, et afin de maximiser les chances de succès dans cette affaire, il s'allie donc avec différents services de police de la région, mais surtout bénéficie de la participation du FBI pour rechercher Jennifer. Hélène est complètement désemparée. Elle détaille aux agents que cette nuit-là, rien ne l'a réveillée. Après avoir envoyé sa fille dans sa chambre, elle n'a entendu aucune effraction, aucun cri, aucun son. Mais il paraît évident pour la mère que le ravisseur soit passé par le côté de l'appartement
donnant sur le parking. Hélène est à présent pleine de remords d'avoir choisi un domicile permettant d'atteindre sa fille, bien qu'avec ses modestes moyens, il s'agissait du mieux qu'elle pouvait s'offrir. D'autant plus qu'il était prévu que toutes les deux déménagent prochainement dans une maison se trouvant au sein d'un quartier plus tranquille. D'ailleurs, le jour de l'enlèvement, Hélène et Jennifer s'étaient rendues à leur futur domicile pour des travaux de rafraîchissement. Jennifer jouait dans le jardin lorsqu'elle a été piquée par des moustiques, ces piqûres étant la cause de son agitation le soir de sa disparition. Les agents présents sur le terrain se lancent, dès lors, dans une massive campagne d'interrogatoire du voisinage. Ils parcourent les immeubles alentours dans l'espoir d'obtenir un indice, aussi infime soit-il. Et ce dramatique événement s'étant déroulé au milieu de la nuit. Aucun témoin ne pourra éclairer les officiers sur la disparition de la petite Jennifer. Par conséquent, ils s'attardent à l'appartement d'Hélène et fouillent la chambre minutieusement à la recherche de potentielles empreintes digitales. La police recherche également les images de vidéosurveillance des caméras présentes dans le quartier. Malheureusement, rien ne sera d'une utilité suffisante afin de localiser la petite fille. Mais Hélène n'attendra pas bien longtemps avant de retrouver Jennifer. Vers 18h30 ce même jour, la police est appelée dans une zone agricole non loin de la ville de Dickinson. Des enfants étaient en train de jouer avec leur chien dans un champ lorsqu'ils sont tombés sur un cadavre qui visiblement était celui d'une petite fille. Ils ont aussitôt couru chez leurs parents qui ont appelé la police. Rapidement, et sans aucun doute possible, la fillette allongée dans l'herbe est bien identifiée comme étant Jennifer Schuett, son corps se trouvant à 5 km de chez elle. Pourtant, et même si les officiers s'attendaient à découvrir une dépouille, Jennifer respire encore, mais le temps lui est compté puisqu'elle perd connaissance. L'état de la fillette est si grave qu'elle doit être transportée d'urgence et par hélicoptère à l'hôpital le plus proche pour conserver une chance de la maintenir en vie. Malgré cette découverte, aussi surprenante qu'improbable, les médecins sont sceptiques sur les chances de survie de Jennifer. À tel point que les officiers de police envisagent d'entamer leur enquête pour meurtre. La gorge de Jennifer a été entaillée d'une oreille à l'autre. La perte abondante de sang a fait pâlir sa peau si bien que celle-ci est à présent quasiment blanche. Ce qui semble être des morsures ainsi que des griffures recouvrent son corps. Les yeux de Jennifer sont remplis de sang, comme si elle avait été étranglée. Il est clair, par ailleurs, que la jeune fille a connu une violente agression sexuelle. Arrivée à l'hôpital, elle reprend connaissance. Elle apparaît lucide, elle parvient à regarder les médecins, mais elle ne peut à aucun moment émettre le moindre son du fait de la coupure à la gorge. Jennifer est donc envoyée au bloc opératoire dans un état critique, et le seul objectif des chirurgiens à cet instant est de la maintenir en vie. Ce n'est qu'après plusieurs heures d'intervention délicate au niveau de sa gorge qu'un nouveau pronostic est délivré, et celui-ci est rassurant. Malgré la profonde entaille, l'agresseur a manqué les artères qui sont restées intactes, ce qui a sauvé Jennifer. La fillette est désormais dans un état stable et placée dans une chambre d'hôpital gardée par des policiers, s'assurant de sa sécurité et que l'agresseur ne reviendrait pas dans le but de l'éliminer. Hélène, après de longues heures d'attente, est enfin autorisée à voir sa fille vivante, ce qui relève du miracle. Pour autant, son rétablissement est un long combat suite au traumatisme qu'elle a vécu, et Jennifer, à présent, est terrifiée par tous les hommes, qu'ils soient médecins, policiers, ambulanciers, peu importe. Cette crainte est désormais si profonde que des réactions violentes de défense surviennent lorsque des médecins masculins s'approchent de la jeune fille, si bien qu'aucun homme ne peut entrer dans la chambre. Petit à petit, le personnel de l'hôpital tente de faire comprendre à Jennifer que les médecins, les infirmiers et les policiers sont présents pour son bien, ils sont là pour l'aider et qu'il est possible de leur faire confiance. Aucune de ces paroles ne la convainc, elle n'accordera pas sa confiance, laissant perplexes les membres de l'hôpital. Désormais, et dans le but de faire avancer l'enquête, les agents doivent entendre la version de la petite Jennifer. Malheureusement,
Ceci implique de lui faire revivre cette expérience traumatisante. Pourtant, il s'agit d'une nécessité, non seulement afin de punir la personne responsable de cet acte odieux sur une enfance sans défense, mais également mettre hors d'état de nuire un possible meurtrier en série. Malgré le choc des événements, Jennifer démontre un exceptionnel courage et aiguille les enquêteurs sur sa mésaventure. Mais elle ne parvient pas à exprimer ce qu'elle voudrait, non pas du fait d'une santé mentale défaillante, mais parce que son agresseur, lorsqu'il lui a tranché la gorge, a également sectionné ses cordes vocales. À ce stade, pour les chirurgiens, il est certain que la fillette ne parlera plus jamais. Jennifer n'a donc qu'un seul moyen de communication, la rédaction. Tant bien que mal, elle décrit les événements qui se sont déroulés en cette terrible soirée. Lorsque sa mère lui a demandé de se rendre dans sa propre chambre, elle a traversé le couloir et a allumé la lumière par crainte de la noirceur de la nuit. Agitée et loin de connaître un état de fatigue, l'enfant s'occupe comme elle peut, en lisant des livres, espérant que le sommeil arriverait tôt ou tard. Jennifer finit par s'assoupir. Mais une sensation gênante la sort de son profond sommeil. La voici ballottée dans les bras d'un homme qu'elle ne reconnaît pas. Encore dans un état de forte somnolence, Jennifer pense qu'elle est en plein rêve, ou plutôt en plein cauchemar. L'homme qui la porte court rapidement sur le trottoir et à chaque tentative de la petite fille pour crier, celui-ci la bâillonne avec sa main. Les voici qu'ils montent dans une voiture. Jennifer est placée sur les genoux de son ravisseur alors qu'il conduit. L'homme tente de rassurer l'enfant et lui dit qu'il est un policier. Bien entendu, dans une telle situation, et malgré son jeune âge, Jennifer n'en croit pas un mot. Sa lucidité revient doucement. Elle réalise qu'elle subit un enlèvement et s'attend au pire pour la suite des événements en compagnie de cette personne aux mauvaises intentions. À ce stade, les enquêteurs saisissent la réticence de Jennifer à l'égard des policiers de sexe masculin et ses réactions violentes lorsqu'un homme tente de l'approcher. Sur la route, le ravisseur passe devant la maison des grands-parents de Jennifer qui, calmement, demande si elle peut être déposée chez eux. La réponse de l'homme est directe. Il dit que c'est impossible puisque ces derniers ne sont pas présents. Mais l'enfant, maligne, a observé la maison et a constaté que les véhicules étaient garés devant la propriété, prouvant le mensonge de ce faux policier. Le résultat de ce test, afin de s'assurer de la bienveillance ou non de cet individu, terrifie Jennifer. Et voici qu'ils atteignent l'école primaire locale et que le véhicule ralentit pour finalement se stopper. L'homme explique à la petite fille qu'aux premières lueurs du jour, sa mère viendra la récupérer et il s'ouvre une bière. Un moment plus tard, lorsque le jour se lève, l'individu indique à Jennifer que sa mère n'est pas venue et qu'il est désormais temps de reprendre la route. À présent, il se trouve à l'extérieur de la ville, sur un chemin de gravier sans issue et s'arrête dans un champ envahi par la végétation. Une fois à l'arrêt, Jennifer demande à ce policier, s'il en est un, où se trouve son arme et son insigne. L'homme rétorque que ces objets sont sur les sièges arrière de la voiture. La fillette se tourne donc pour vérifier les dires de l'individu. Simplement, lorsqu'elle se tourne, une lame se glisse sous sa gorge et une agression sexuelle violente débute. Quelques instants plus tard, l'homme est désormais en train de l'étouffer. Totalement asphyxiée, Jennifer s'évanouit. À son réveil, la voici qui se trouve dans un champ, nue à même le sol. Malgré l'attaque violente qu'elle vient de subir, la fillette reste lucide et décide de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit et de simuler un décès dans le cas où son agresseur serait toujours dans les parages. Et il est là, non loin, elle peut l'entendre rôder aux alentours. Lorsque petit à petit, les pas de l'individu s'éloignent jusqu'à ne plus les entendre. Bonne nouvelle, ce faux policier la laisse pour morte. Les portes de son véhicule claquent et le voici parti pour de bon. Jennifer, toujours en vie, tente d'appeler à l'aide, mais elle n'y parvient pas. Confuse, elle ne comprend pas ce qui l'empêche d'émettre un son. Elle touche alors son cou avec sa main, remarque beaucoup de sang et comprend qu'elle a été égorgée et ses cordes vocales sectionnées. Une énorme frustration pour la fillette lorsqu'elle raconte son histoire aux enquêteurs puisqu'elle ne parvient pas à exprimer de nombreux détails parce qu'elle est muette. Malgré ce contexte, un élément fondamental est remonté par Jennifer qui indique que l'homme doit certainement se nommer Denis. Et si elle est capable de donner ce nom, c'est parce qu'au cours du trajet avec son ravisseur, elle lui a demandé son prénom et il lui a donné, pensant certainement
que cela n'aurait aucune importance, sachant le funeste destin qui l'attendait. Jennifer décrit par ailleurs sa lente agonie. Incapable de bouger, à plusieurs reprises, elle s'apprête à perdre connaissance lorsque des morsures de fourmis qui grouillent sous elle la ramènent à une certaine conscience. Et puis l'espoir ressurgit lorsqu'elle entend des cris d'enfants au loin qui semblent jouer. Un chien, sûrement celui des enfants, la repère et se dirige vers elle, faisant des allers-retours entre elle et ses propriétaires, et personne ne vient. À ce stade, Jennifer suppose qu'elle va mourir et accepte son sort. Nous parlons là d'une enfant de 8 ans qui envisage la mort et s'y prépare. Quoi qu'il en soit, ceci n'arrivera jamais. Alors qu'elle se laisse aller tout doucement vers l'autre monde, elle est ramenée à elle par un choc au niveau de ses pieds. Elle est retrouvée, mal en point, mais en vie. Un officier de police se tient devant elle, il la porte et elle comprend qu'elle a finalement, peut-être, une chance de s'en sortir. Jennifer décrit aux enquêteurs sa tenue au moment de son enlèvement et précise qu'elle portait un t-shirt rose ainsi qu'un sous-vêtement blanc couvert de rose bleu. Et la partie la plus difficile arrive lorsqu'elle doit donner le maximum d'éléments aux policiers concernant son ravisseur, toujours sans être en capacité de parler. Elle dit qu'elle se souvient d'un homme de couleur blanche, d'une trentaine d'années, portant des lunettes et une moustache et étant tatoué. Selon Jennifer, il a de l'embonpoint ainsi qu'une cicatrice ou quelque chose de similaire sur le visage. La petite fille va plus loin dans sa description et déclare que l'homme est fumeur et qu'il a des cigarettes et de la bière dans sa voiture et donne la marque de ces éléments. Jennifer a aussi remarqué que la voiture de son ravisseur avait une bosse sur le côté. À 8 ans, après un assaut des plus violents et après avoir frôlé la mort, la voici capable de renseigner les enquêteurs aussi précisément. Et tout ça sans parler. Les détails fournis sont si fins qu'une dessinatrice est appelée afin d'établir un portrait robot et créer un visuel pouvant aider à l'interception de cet individu dangereux. À l'instar du niveau de détail apporté par l'enfant tout au long de cette procédure, le dessin final sera extrêmement précis. À tel point que lorsque la dessinatrice retourne son croquis pour le montrer à Jennifer, celle-ci, immédiatement, confirme qu'il s'agit de son ravisseur et aucune retouche n'a été nécessaire. Toujours sans suspect à interroger, les enquêteurs retournent sur la zone proche du lieu du crime. En l'examinant, ils découvrent, à environ 400 mètres de là, dans un fossé, les mêmes vêtements que ceux que Jennifer avait décrits, ainsi que des sous-vêtements masculins découpés et un t-shirt dans lequel ils étaient enveloppés comme s'ils ne faisaient qu'un. Les enquêteurs placent de grands espoirs dans cette trouvaille et espèrent que cela mènera à un suspect potentiel. À l'hôpital, Jennifer se remet de l'intervention qui lui a sauvé la vie. Cependant, elle est toujours muette et ce handicap semble à présent être permanent lorsque soudainement, la petite fille parvient à extraire un son de sa bouche. Il s'agit là d'un véritable miracle, comme le qualifient les médecins en charge de l'enfant. L'état de ses cordes vocales ne laissait place à aucun doute. Jennifer n'était plus censée pouvoir parler. Pourtant, le temps a permis la régénération de celle-ci et désormais, la voici capable de parler à nouveau. Finalement, Jennifer a guéri suffisamment pour sortir de l'hôpital et rentrer chez elle. Le retour dans le logement est éprouvant sur l'aspect émotionnel. La joie de rentrer saine et sauve se mélange à l'angoisse de son enlèvement qui s'est déroulé au même endroit. Quoi qu'il en soit, l'année suivante, la fillette est de retour à l'école et retrouve enfin ses camarades de classe, ainsi que la vie qu'un enfant devrait normalement mener. Malgré tout, les séquelles de cet incident sont toujours présentes, et au fil de son parcours scolaire, Jennifer n'accorde jamais sa confiance aux hommes. D'autant plus que l'agresseur de la jeune fille profite de sa liberté, ce dernier n'ayant pas été intercepté. Les années passent, Jennifer grandit et l'affaire s'éteint à petit feu. Les maigres pistes que les enquêteurs avaient à leur disposition se refroidissent, si bien que l'affaire est à présent totalement figée. Mais les troubles psychologiques causés par l'agression finissent par se dissiper et Jennifer se laisse approcher plus facilement par les hommes, bien qu'elle reste méfiante. C'est ainsi qu'elle rencontre Jonathan, une personne dont elle tombera amoureuse, mais qui comprendra également l'épreuve qu'elle a vécue et la soutiendra pleinement afin de construire une relation solide. Bien que la situation s'améliore dans la vie de Jennifer,
Le gros point noir reste ce prédateur en liberté. Pourtant, Jennifer fera tout son possible pour aider les enquêteurs qui se succèdent sur ce dossier. Les années s'écoulent et l'espoir de retrouver le coupable de cette tentative de meurtre s'amenuise, si bien que 18 ans plus tard, elles sont quasiment nulles. Nous sommes à présent en 2008. Jennifer ne se fait plus d'illusions sur une potentielle arrestation de son ravisseur. Et voici qu'elle reçoit l'appel d'un nouvel inspecteur en charge de son affaire. Une bonne nouvelle, puisque cette personne apparaît proactive dans la gestion de son dossier et rapidement convoque la jeune femme. Le but étant de faire un état des lieux des avancées réalisées ces dernières années et prendre connaissance des éléments pertinents pouvant éventuellement conduire à une relance de l'enquête. Par ailleurs, ce nouvel agent est totalement dévoué à la résolution de cette affaire, au point d'entrer directement en contact avec le FBI et solliciter l'aide d'un agent spécial de la branche fédérale de la police américaine. Les deux hommes reprennent l'enquête dans ses fondements et remontent les indices en les examinant de manière minutieuse. Ils ont débuté par les vêtements et les ont envoyés en laboratoire pour des tests ADN qui n'avaient pas encore été effectués, même s'il s'agissait d'une pratique moins répandue dans le début des années 90. Les résultats se feront attendre durant 1 an, mais contre toute attente, le 22 septembre 2009, l'ADN parle et un nom ressort, celui de Dennis Earl Bradford. Le même prénom que Jennifer, alors encore une enfant en train de se remettre d'un choc émotionnel, avait donné il y a 19 ans à présent. Mais qui est ce Dennis Bradford? Il s'agit d'un homme de 39 ans, vivant en Arkansas, sortant tout juste de prison après y avoir purgé 4 ans sur sa condamnation de 12 années. Et presque sans surprise, sa sentence fait suite à l'enlèvement d'une autre fille 7 ans après celui de Jennifer. Par un procédé similaire, il a tenté d'étouffer sa victime après l'avoir menacée avec un couteau. Mais en réalité, son ADN fut récolté seulement 6 mois après l'affaire de Jennifer, suite à une agression sexuelle perpétrée sur une femme qu'il avait rencontrée dans un bar local. Cette arrestation l'ayant conduit à se soumettre à la prise d'un échantillon de son ADN. Afin de mettre un visage sur ce nom, les enquêteurs vérifient la photo présente sur son permis de conduire de l'époque. Et lorsqu'ils le font, ils sont littéralement stupéfaits. L'homme, sur cette pièce d'identité, ressemble en tout point au portrait robot que l'enfant de 8 ans avait décrit. Le suspense concernant l'agresseur de Jennifer sera définitivement terminé lorsque les agents découvriront que Dennis avait, au moment des faits, 2 adresses, dont une à Dickinson, non loin, qui plus est, du domicile de la jeune fille. Ainsi, le 19 octobre 2009, Dennis est interpellé et placé en état d'arrestation suite à un contrôle routier tandis qu'il se trouve dans sa voiture avec sa femme. S'il est intercepté à ce moment, c'est parce qu'un mandat d'arrêt a été déployé à son égard. Cependant, au moment de son interrogatoire, Dennis ressemble véritablement à Monsieur Tout-le-Monde. Il est marié, il a 3 beaux enfants, il est soudeur de profession et ne connaît aucune difficulté financière. Lorsque les officiers de police lui posent la question cruciale « Est-ce qu'il connaît Jennifer Chuette ?», il répond que oui. Intrigués, les enquêteurs demandent comment, et il répond qu'à l'époque, il vivait dans la région de Dickinson et qu'il était tombé sur les affiches concernant la petite fille et qu'il avait donc prié pour elle. Au gré de la discussion, les agents comprennent que pour Dennis, Jennifer est décédée. Ces derniers lui font donc comprendre que non, elle est toujours en vie. Et à ce moment, il fond en larmes, littéralement, et il dit qu'il espérait qu'elle s'en sortirait. Les officiers souhaitent à présent savoir s'il a déjà eu un contact avec la jeune fille. Et il répond que oui. Il demande à nouveau comment est-ce qu'il est entré en contact avec elle. Et à ce moment, il se braque et refuse de répondre. Plutôt coopératif dans un premier temps, il apparaît totalement fermé à présent et il ne souhaite plus parler. Et l'agent de police et l'agent spécial du FBI ne le lâchent pas et ils finissent par le faire craquer. Dennis avoue, il indique qu'il est une personne dérangée, malade. Il ne sait pas pourquoi il s'est arrêté devant cet appartement ce soir-là. Il détaille qu'il a remarqué la fenêtre, elle était grande ouverte et il pouvait observer à l'intérieur. Il s'en est donc approché. Il est parvenu à attraper la petite fille qui se trouvait dans la chambre. Il l'a portée jusqu'à sa voiture où il l'a installée.
Elle était si effrayée que la première idée qui lui est venue était de se présenter comme un officier de police. Il explique qu'au fond de lui, il a été saisi d'une pulsion noire. Lorsqu'ils sont arrivés au champ, il l'a agressée sexuellement avant de lui trancher la gorge. Suite à cette agression, il aurait pris la décision de mettre fin à ses jours, ne supportant plus cette pulsion noire qu'il avait en lui, mais il n'y est pas parvenu. Mais cette tentative l'a tout de même conduit à l'hôpital local, où il a été amené au service psychiatrique. Dennis Bradford s'est donc retrouvé au même moment et dans le même hôpital que Jennifer lorsqu'elle se faisait soigner. Et voici que 19 années plus tard, Jennifer et son bourreau se retrouvent puisqu'un procès doit être organisé le 10 août 2009. Dennis, exténué et souhaitant enfin mettre un terme à toute cette histoire, plaide coupable. Jennifer est ravie, elle ne s'attendait pas à un tel dénouement et elle est prête désormais à l'affronter au tribunal. Oui, mais voici que le 10 mai 2009, quelques mois avant de faire face à la justice, Dennis Bradford décide d'abandonner, met un terme à sa vie. L'homme est retrouvé pendu dans la cellule de l'établissement pénitentiaire qui l'accueillait. Jennifer est folle de rage contre lui. Elle le considère comme un lâche et elle considère aussi qu'elle n'a pas pu aller au bout des choses pour enfin mettre un terme à toute cette histoire. Malgré l'absence de condamnation de son ravisseur, Jennifer semble tenir sa revanche. Elle, qui était à 2 doigts d'une mort certaine, allongée dans ce champ, est encore en vie lorsque 19 années plus tard, c'est bien Dennis Bradford qui est décédé. Il aura certes encore provoqué de nombreux dégâts lors de ces 19 années, mais désormais, le voici hors d'état de nuire. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Vous retrouverez tous mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.